Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. Nous sommes en octobre et bientôt nous fêterons Halloween. Cette petite fête aux origines celtes est l'occasion cauchemardée de vous parler d'horreur. Et nous en avons besoin car se faire peur, selon une sociologue américaine, c'est développer la confiance et l'estime de soi. Tu parles, j'ai des doutes à ce sujet. Je me revois tout jeune, à peine 11 ans, sortir en catimini de ma chambre, marcher sur la pointe des pieds dans le couloir et glisser ma tête par la porte laissée entrouverte par mes parents pour regarder discrètement la VHS qu'ils avaient louée la veille, intitulée Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Excellent. Ouais, excellent. Cette hardiesse me coûta bien des nuits blanches, car comme les héros du film, je n'osais plus m'endormir. J'avais même peur du téléphone. À chaque coup de fil que je passais, j'avais peur qu'une langue sorte du combiné. Je sais pas, vous voyez cette scène C'était horrible. Lécher les orteils. Chaque soir, je redoutais la nuit qui vint et je n'osais m'allonger sur mon lit car je craignais d'être avalé et de périr dans un geyser de sang. RIP Johnny Depp. Vous savez ce que j'ai fait quand j'ai eu assez de m'éveiller la nuit, terrorisé à l'idée de voir à mon réveil Freddy Krueger et ses lames de doigts? J'ai acheté un Mad Movies dans lequel il y avait le poster de Freddy. Je l'ai affiché dans ma chambre, je lui parlais de mes journées et tous les soirs je lui souhaitais bonne nuit. Salut Freddy, ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais, moi comme d'hab, mon prof de sciences physiques ne m'aime pas, il m'a encore tiré l'oreille, tu sais. Si tu pouvais rendre une petite visite cette nuit à Monsieur Varlotto, tu serais un vrai pote. Allez, bisous copain, ne te coupe pas en te rasant. C'est ainsi que je mis fin à mes cauchemars les gars, en copinant comme un couard. Bah ouais, j'assume. Espèce de lâche. C'est ainsi voilà, que mes cauchemars prirent fin. Et vous les gars, est-ce que vous avez des cauchemars du même genre un peu qui vous ont tenu éveillé les nuits? Bah écoute, moi c'est pas aussi c'est pas aussi folklorique et fun que toi, mais alors moi j'ai regardé un petit peu trop tôt Indiana Jones. Voilà, c'était mes parents. Tout premier bien sûr, hein. Non, moi j'ai commencé par le 2. Le 2? Ouais, par le 2, ouais. Mais bizarrement, alors c'est vrai que celui-ci est très violent, mais mon traumatisme est sur la dernière croisade. Et en fait, la dernière croisade, bon il y a prescription, je pense que je peux en parler, hein, tout le monde l'a vu, c'est à la fin du film. Il y a une scène avec le Graal, où ils doivent découvrir quel est le... tu vois où je veux en venir, quelle est la bonne coupe. Et en fait, il y a le nazi qui prend la plus belle d'entre toutes. Il la boit et en fait il se met à vieillir. Il y a sa peau qui flétrit. Ah oui, ça y est, ça me revient. Ouais. C'est les cheveux qui poussent, il se transforme en squelette. C'était effroyable, trauma, cauchemar en série. Ça a été très très dur. Et finalement, un petit peu comme toi avec Freddy, c'est un peu combattre le mal par le mal. Et à force de regarder la scène, j'ai fini par m'y faire et j'ai regardé le film il y a très peu de temps. Indiana Jones en traumatisme, c'est rare quand même, j'ai l'impression. Bah ouais, mais écoute, à ma décharge, hein, j'étais très jeune, hein, j'avais 5-6 ans. Voilà, c'est papa-maman un petit peu inconscient qui mettait devant des VHS pas de mon âge. C'est ça. Et toi Maxou? Alors moi, étonnamment, je suis un peu replongé dans mes souvenirs. Et je suis retombé sur une image qui m'avait bien marqué tout petit, ouais, pareil, 5-6 ans je pense. C'est à cause d'un film français, méconnu je pense, qui s'appelle Gavin. Alors à la base c'est un film dramatique on va dire, sur un père de famille qui découvre que son fils a la leucémie. Et le sachant mourant, il va mettre en place tout un stratagème pour réaliser son rêve, c'est-à-dire rencontrer un extraterrestre. Et donc il va se déguiser lui-même en extraterrestre. J'ai envie de rire mais c'est non, pas mais drôle. c'est pas drôle mec. Mais en vrai le pire c'est que le film est super beau. Pour l'avoir revu il est ultra touchant. Mais le père il se déguise, il est terrifiant. En extraterrestre il est terrifiant. Et je me rappelle de la scène où il retire son casque et on découvre son visage. Ça m'a traumatisé à vie, j'ai encore cette image dans la tête. Et pourtant c'est un super beau film. Mais faut que je le vois du coup là, tu m'intrigues là. Et alors il est pas dispo, il est compliqué à trouver je pense, peut-être de manière illégale. Mais c'est un super film scénarisé par Alexandre Jardin en plus. Oh, Alexandre Jardin. T'as une passion pour lui. Oui, ok, d'accord, étonnant. Et voilà. Et t'as passé des nuits blanches à cause de ça? Ouais, vraiment. Alors, je vous invite à aller checker donc c'est Gavin le film et checker le visage de l'extraterrestre, vous allez voir. C'est assez terrifiant. Bon, vous l'avez compris, on est dans une émission basée sur l'horreur, donc vous aimez frissonner de peur, trembler d'effroi, vous mettre les miquettes, avoir les miches à zéro, mouiller vos choses, pisser dans le ben, quoi. Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut pour passer une bonne nuit creepy, du roman gothique à la Frankenstein de Dracula, de la SF horrifique, de l'horreur psychologique
psychologique et bien d'autres encore. Et donc là, Max et Fred vont présenter chacun 2 titres qui font partie de notre fond et qu'on n'hésite pas à présenter à des gens qui veulent frissonner. Qui veut commencer ? Max, c'est parti, partant ? ouais. Allez, vas-y, quel est le premier titre que tu veux présenter ? J'ai choisi un titre qui fait partie du fond, qui a déjà en fait 1 an. C'est très court. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire partie du fond. C'est très court. C'est Nocturnals de Dan Brereton chez Hugin Mumin. Oui. Une réédition d'un comics des années 95. Ouais, excellent choix. Qui colle parfaitement avec l'esprit d'Halloween. Complètement, ouais. Alors c'est marrant parce que c'est un récit de monstres, mais qui mélange aussi le genre du polar, voire du hard-boiled. Donc du gros flingue, oui. ça tire à tout va, c'est une super œuvre polar. On suit un monstre, Komodo, qui est un hybride, et qui s'échappe de l'usine à monstres de la ville. Donc dans cet univers, les humains fabriquent des monstres, et ces monstres deviennent des parias de la société. Et donc Komodo devient un criminel en quelque sorte pour pouvoir survivre. Il va être pris sous l'aile du groupe des Nocturnals, justement. Un groupe de monstres qui, chacun correspond à des classiques de la littérature. Tu parlais en intro de Dracula, Frankenstein, il y a un épouvantail, il y a une sorcière, il y a plein de tout type de monstres. Et pourtant, c'est très polar. Ouais, il y a même un petit peu, c'est un petit peu Lovecraftien des fois. Je me souviens de Lovecraft, ouais. Effectivement. Ça mélange tout type d'horreur. Ouais. Et c'est une super œuvre, un super moment de lecture. Très pulp aussi. Hein. Ouais, le vraiment, dessin de Dan Brereton, il est génial. Alors, c'est le dessin, oui, mais en plus, les couleurs, c'est de la peinture. Absolument. Sont peintes à la main et c'est magnifique. Il a un super dessin. Ça correspond bien en plus au récit et à ce récit d'action et d'aventure. C'est vraiment une super lecture. D'ailleurs, il me semble que pour les dessins, alors si je dis pas de bêtises, hein, il s'est inspiré de Safi ou... En tout cas, ça a confirmé, hein, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et donc tu colles vraiment bien à la thématique, puisqu'il y a même dans l'édition de Gilmanin, tu as une petite partie à un moment qui est consacrée à Halloween, la fête d'Halloween complètement avec cette petite fille là. Ouais. Voilà, avec toute la panoplie, les citrouilles, les sorcières, etc. Il n'y a pas seulement cette partie consacrée spécifiquement à Halloween, il y a aussi d'autres auteurs qui interviennent dans des récits courts, des chapitres. Il y a notamment Bruce Timm, connu pour la série animée de Batman. Il y a Arthur Adams qui a fait du X-Men, ou Stan Sakai, ou Sagi Yojimbo. Une œuvre complète, quoi, en fait. Il y a plein d'artistes qui interviennent. L'aventure, ça se lit de manière hyper fluide. C'est de l'action, c'est bourrin. Il y a des tables de poker retournées. Il y a des gunfights extraordinaires. Et voilà, c'est un super plaisir de lecture et pas ennuyant. Ouais, d'ailleurs, on est dans la thématique de l'horreur, mais on peut même le conseiller aux plus jeunes, ce livre-là, finalement, parce qu'on peut le conseiller dès 16 ans. Oui, l'aspect horrifique. Oui, voilà, c'est vraiment secondaire, c'est Halloween, c'est Halloweenesque, on pourrait dire. Voilà. Et d'ailleurs, les monstres sont, on pourrait même dire, les monstres sont les gentils. Et les humains, un peu les méchants dans cette affaire, parce qu'ils forment une sorte de club de super-héros et ils luttent contre les forces du mal. Les humains, les scientifiques fous. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment une super œuvre. Ah ouais, nous ça a été avec un cigare et un petit bourbon. Ouais, c'est le vrai. soir d'Halloween. C'est vrai. Nous ça a été un énorme coup de cœur à la librairie. Ouais. Tous les trois, on a craqué sur cette BD là. C'est vraiment superbe. Et on attend le tome 2 avec impatience. Oui. Je pensais qu'il sortirait cette année, mais mais non. Petite feinte de Gilmanin. Alors, à Gilmanin, vous attendez quoi ? Gilmanin qui a un catalogue donc depuis 1 an. Spéorifique, hein, quand même. Ils ont sorti beaucoup d'œuvres d'horreur, dont Silver Coin. Il y a Ice Cream Man aussi. Ice Cream Man. Il y a aussi l'autre de Dan Brereton, Giant Killer aussi, qui était génial. Là, qui a plutôt un hommage au kaiju japonais. Voilà, absolument, qui est génial aussi, hein, dans la même thématique, enfin en tout cas dans le même dessin, le même graphisme, la même générosité. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un beau catalogue. Eh bien, merci Max pour ce premier titre. À toi Fredo, quel est le premier titre alors ? Eh ben écoute, j'avais pas prévu de commencer par celui-ci, mais puisque on a parlé de Nocturnals en premier, qui est destiné à la peinture, je vais parler de Requiem Chevalier Vampire. Très bien.
qui lui aussi donc doté d'un dessin, c'est de la peinture hein, clairement. Généreux. Voilà, très très généreux, ouais. Peut-être un peu trop généreux pour le... Et donc Requiem Chevalier et Vampire, c'était scénarisé par Pat Mills, et donc, à qui l'on doit entre autres le magazine, je sais pas comment on dit, 2000 AD, 2008. Eddie, mais bien sûr. Ouais. Donc voilà, entre autres Judge Dredd, Psycho Killer, Martial Law, et dessiné par Olivier Ledroit. Donc les Chroniques de la Lune Noire, Wicca, Le Troisième Œil, plus récemment. Dernier, voilà. tout à fait. Donc c'est une série qui a débuté en 2000. Il y a 11 tomes actuellement, ça s'est arrêté en 2012. Et là, depuis peu, Olivier Ledroit s'est remis à dessiner. Absolument. Requiem. Et on aura peut-être enfin la conclusion. Alors, pas au prochain. J'en ai parlé avec Philippe, qui est fan. Ah, t'as Et eu c'est- des ouais, petites et infos, alors Philippe m'a dit que c'était prévu, en tout cas à l'époque, en 13. En 13 Qu'il y a un 12e tome qui devrait paraître d'ici peu. Ouais. Mais ce sera pas la suite F1, il faudra attendre le 13e. Ah, mais non, mais s'il faut encore attendre plus de 10 Alors ans, voilà, voilà. Bah, il Mais est sur le troisième œil en parallèle. c'est ça, exactement. Il est sur le troisième œil. Il va, je crois que le troisième œil, le troisième tome du troisième œil va paraître l'année prochaine. Puis donc Requiem, le tome 12. Et on aura certainement la fin de Requiem avec un tome 13. Ok, donc j'aurai 50 ans quand. Ok, Troisième stylé œil, ça. stylé. Et après Requiem tome 13. Ah bon bah super là, j'ai plus rien à dire, je suis dégoûté. Je vous ai Mais trop non, parlé mais non, des mais non, tomes malheureusement. derniers. Donc Requiem, je vais vous raconter un petit peu le scénario pour ceux qui ne connaîtraient pas cette illustre bande dessinée. Donc ça débute pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on suit un soldat allemand qui s'appelle Heinrich, qui meurt au front russe en 1944. Il décède, il est envoyé sur la planète Résurrection, une sorte de monde des enfers où tout est inversé par rapport au nôtre, le temps est inversé, on meurt pas, on est, c'est vraiment... même au niveau de la planète, en fait, les océans sont des terres, les terres sont des océans de sang. Et puis on vieillit, mais dans le sens inverse, on rajeunit en Ouais, fait. c'est ça, c'est ce que j'ai dit, la mort c'est la Ouais, naissance. tu l'as pas dit clairement, donc je. Non mais tu as raison, il faut être précis, ouais. Il lui reste donc plus que des bribes de souvenirs de son ancienne vie, parmi lesquels celui de la femme qu'il a aimée. Il est obsédé par cette dernière. Et si on se fie d'ailleurs aux quelques cauchemars qu'il fait lorsqu'il arrive sur Résurrection, on comprend qu'elle se serait fait enlever par la Gestapo. Donc voilà, quelque part les anciens copains de Heinrich. Et donc il va devenir le chevalier vampire, il va participer à de nombreux complots, de nombreuses guerres qui se trament, et avec la volonté unique de retrouver sa bien-aimée en Sa enfer. bien-aimée, qui s'appelle Rebecca, qui en plus est juive. C'est ça, d'où l'enlèvement par la Ça Gestapo. crée une intrigue supplémentaire sur la planète Résurrection. Bon, alors ça c'est le... Donc on est dans un univers quand même extrêmement noir, avec des nazis qui arrivent dans le monde des enfers. Donc C'est jusque-là ça. tout est classique. Voilà, exactement. Sauf que, on est au niveau du graphisme, enfin, il Non, fait non, pas il semblant, est très doué, le hein, droit il fait pas semblant. C'est de véritables peintures qu'il numérise ensuite. Donc ça fourmille de détails, hein. Peut-être un petit peu trop, on en a déjà discuté. Il est très généreux. Moi j'adore, parce que je passe de nombreuses minutes à contempler, à regarder les détails justement. Dans le fond, ça me fait beaucoup penser à ces peintures de Jérôme Bosch, Oui, où t'as ces grandes peintures, t'as plein de Petits petits détails, tout à personnages fait. un petit peu partout, dans tous les sens, c'est impressionnant. Bourré de références. Ah bah oui, puisque tu parles de références, je pense à toi Lolo qui est fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il oui. y a un personnage avec une peluche ou une petit jouet de Jack Skellington, c'est bourré de ref. Et je pense que puisqu'on est en train de parler de références, il y en a une qui m'a beaucoup amusé. En fait, il y a une arme, les empaleurs utilisent une arme. En termes de son, quand ils balancent cette arme, ça fait Tépès, comme Vlad Tepes, le nom de Dracula lorsqu'il était humain. On peut aussi apercevoir dans l'un des tomes une apparition d'Hellboy. Donc c'est une œuvre ultra référencée. Donc on est clairement aussi dans la thématique, parce qu'on retrouve des vampires, des ghouls, des zombies et des loups-garous. Il y a toute la grammaire en fait de l'horreur. Et ce que j'aime aussi, et c'est un gros point commun avec le second titre dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est qu'on a une réelle construction d'univers qui est riche. Enfin, Pat Mills a vraiment su concevoir un monde qui tient debout, qui est vraiment original, car cette idée d'inversion,
C'est même au niveau d'avoir pensé au niveau de ta classe, quand tu arrives de résurrection, tout dépend du mal que tu as fait sur Terre. Donc plus tu en as fait, et plus tu seras haut placé dans les enfers. Donc Heinrich étant un soldat SS, voilà, forcément, le gars arrive et c'est direct un chevalier vampire. Et des gens comme nous, donc des gens bien, nous on serait des pauvres ghouls. Donc voilà, vraiment grosse BD qui s'étale sur 11 tomes. Ça s'est arrêté en 2012, on l'a dit un petit peu plus tôt. Donc la série reprendra très bientôt et je sais que tu adores Requiem, Lolo. Alors moi le dessin le droit, tu disais, il est hyper dans le détail, ça va. Mais il y a même, je trouve qu'il abuse sur le graphisme, en tout cas sur les couleurs, où on a du noir et du rouge à chaque page, mais c'est hyper chargé. Ouais, mais c'est les enfers. Alors, sauf que il y a un moment, moi, mes pupilles, elles saturent, voilà. Et donc voilà. Et en plus, c'est extrêmement gothique à souhait, avec des flingues, comme tu disais, des flingues, du sang, des crânes, des êtres qui se liquifient. Enfin bref, voilà, on est dans la thématique, mais du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de temps mort en fait. Ah non, pas du tout. Hein. Le rythme est frénétique. Et puis voilà, encore une fois, j'ai jamais croisé de pareil univers et je trouve que le scénario de Pat Mills est super bien servi par le droit. J'aurais pas vu un autre dessinateur pour représenter les enfers de cette manière. C'est vrai que la représentation, au final, elle est parfaite. Hein. C'est dense, c'est bordélique et en même temps, c'est hyper bien construit. Les références, elles sont toujours très justes. Ouais. Il y a cet univers, le pandémonium, plein d'œuvres d'art. C'est super bien fait. Après, effectivement, la lecture, on s'y attarde. On regarde, on déniche des détails, on peut y passer beaucoup de temps sur la lecture. Mais moi j'ai lu quelques tomes, c'est une super œuvre, très dense si on est passionné par l'univers des enfers et, comme tu disais, tout ce folklore de monstres, de zombies, de vampires. C'est un univers dans lequel on peut se retrouver si on est fan. Voilà, et c'est très violent, malgré tout, donc je pense que ça a conseillé aux jeunes adultes. C'est bien de le préciser, Fred. Voilà. Drogue, violence, sexe, tout y est. Donc celui-ci, c'est pour majeurs. Et si vous voulez en savoir plus sur cette œuvre, je vous invite à vous tourner vers la vidéo de HAL 236. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc je suis désolé, alors moi je parais ridicule à côté de son impressionnante vidéo. Alors HAL 236, j'aime pas ce terme youtubeur, mais c'est un diffuseur de contenu culturel sur les réseaux, du contenu passionnant, très bien travaillé. Il participe en plus à sa propre bande son, donc n'hésitez pas, sa vidéo sur Requiem est dingue, et big up à HAL si jamais tu nous entends. Génial, merci Fred. Ok, c'est stylé. C'est stylé. Je vais le sampler ça. Allez Max, à toi alors, quel est le second titre dont tu as envie de nous parler ? Je vais vous parler de mon manga préféré. Alors c'est Spiral de Junji Ito. C'est ton manga préféré ? Ouais. Ah ouais, ok. Ah, moi je suis surpris aussi. On en découvre aujourd'hui. Okay, voilà. Moi je pensais que c'était Jujutsu Kaisen. Écoutez les épisodes Private joke. précédents. Et ça a été pour moi la plus grosse découverte. Alors c'était à une époque où le tome, en tout cas le one shot, était pas dispo. C'était un pote de l'IUT qui me l'avait prêté et il m'avait conseillé de le lire. Lui aussi, il adorait cette œuvre. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Je connaissais pas encore l'univers de Junji Ito. Et j'ai pris une claque. Je l'ai dévoré d'un trait. C'est donc l'histoire d'un village japonais où des manifestations en forme de spirale dérangent la population, la perturbent. Et on suit deux jeunes, donc Kiri et Shuji, qui vont enquêter et essayer de comprendre d'où viennent ces phénomènes. Donc vous l'aurez compris, l'œuvre c'est plutôt tourné vers le body horror. Déformation de corps, comme on va dire du Cronenberg ou d'autres auteurs d'œuvres assez trash au final. Il y a des transformations qui sont bien flippantes. Et on le voit dès le départ, ça. Dès la première, le histoire, premier chapitre. Donc ouais, voilà, il y a une vingtaine de chapitres, peut-être pas une vingtaine d'histoires courtes, mais en tout cas beaucoup de cas très différents où la spirale a son importance, est centrale dans la transformation de ces personnages. Il y a un étudiant plutôt hikikomori qui se transforme en escargot.
La fille populaire du lycée, ses cheveux prennent une forme de spirale et ça s'étend et ça n'arrête pas de s'étendre sur elle. D'où l'image culte aussi de ce manga. Puis il y a le père, sans vouloir. Voilà, pour la première histoire, c'est le père, ça démarre sur lui et ensuite ils enquêtent. Et voilà, c'est de bout en bout, c'est super si on aime en tout cas ce genre d'horreur. La fin est incroyable, moi je l'ai trouvé incroyable, magistrale en tout cas. Il y a une vraie fin, tout est plus ou moins expliqué. Et j'adore ce manga, j'adore ce que Junji Ito fait de ce symbole. Un symbole qui a beaucoup été étudié. Alors j'ai lu des trucs du coup dessus. Et notamment un monsieur qui se prénomme Saito, qui a fait une étude économique sur spirales. D'accord. Okay. Et qui justifie la présence de ces spirales comme étant le capitalisme. Ah oui, d'accord, il a poussé le... Ouais, il a poussé le vice, mais c'est... Alors, je vous invite à vous tourner vers ces articles, c'est passionnant. Et il justifie donc la transformation de ces personnes prises au piège par ce système économique. Et ça parle aussi de folie, évidemment, d'obsession, de vices. Ces vices qui se retournent contre les gens. Donc, alors, en plus, c'est un spécial horreur. Moi, j'adore, par exemple, les contes de la crypte. Et c'est toujours ce genre d'histoire où... passer l'arrosoir arrosé. Ouais, exactement. C'est une personne exécrable au départ qui finit punie pour ses actions, en tout cas. Et j'adore ce genre. Et donc, Spiral, c'était parfait comme lecture pour un fan comme moi, notamment des contes de la crypte et autres histoires courtes. Ouais, c'est hypnotique, hein. Tu le disais, t'arrives pas à t'en décrocher. Dès que tu commences la lecture, t'es obligé d'aller jusqu'au bout, hein. Tu peux pas t'arrêter de toute manière, hein. T'avales le tome là, c'est chez Delcourt, donc tu t'avales le tome en entier. C'est assez hypnotique, t'es pris, c'est vertigineux, et puis dans le thème de l'horreur, ça va très loin quand même. On peut pas le conseiller non plus, pareil en deçà 18 ans quoi. Et ça reste pour moi l'une des œuvres les plus abouties de Junji Ito. Ouais. Ah ouais, j'ai préféré Tomie, moi. C'est pas celle que je préfère. J'ai préféré Tomie. Ouais, Tomie est souvent cité. Il y a Spiral et Tomie, c'est les deux qui reviennent systématiquement. Mais je suis d'accord avec toi. Je me permets une petite critique sur les œuvres récemment publiées. Tu ne te permets pas. Tu vas d'abord. Je vais d'abord soigner cette vilaine peau. Mais bon, voilà, il produit énormément. Et je me retrouve pas toujours dans toutes les lectures. J'ai peut-être pas quasi tout lu, après, mais... attention, il produit énormément, mais pour la plupart, ce sont des titres déjà sortis il y a très longtemps. En réédition, pardon. Oui. Alors, j'ai lu aussi les nouveautés, mais je voulais dire, c'est que dans la publication globale de ces œuvres, je me retrouve pas toujours dans toutes les histoires. Il y a beaucoup d'histoires courtes, et parfois, c'est peut-être même les plus satisfaisantes. Mais Spiral, ça a été une claque, une découverte incroyable, et c'est ce qui m'a fait plonger dans cet univers. Maintenant, bon, j'en ai lu quand même beaucoup. Je sais faire la part des choses entre une œuvre que je reconnais intéressante de Junji Ito ou pas. Et pour moi, voilà, personnellement, Spiral, elle est fondatrice. Et j'ai lu d'autres avis sur internet, des gens qui ont été déçus parce que effectivement il y a eu une hype autour de ce tome qui en plus a été longtemps absent des étagères de librairie. Et à sa découverte, moi j'ai été saisi. Je comprends autour de la hype que d'autres soient déçus. Et puis c'est une horreur psychologique c'est pas une horreur frontale comme tu peux trouver dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc ce sont des histoires courtes avec l'horreur pure et dure, hein, avec une créature à chaque fois. Dans Spiral, c'est bien plus subtil. Je pense que ce qui a refroidi les gens, c'est la dose de mystère qui était non résolue aussi. Que toi tu dis ok ça finit etc. Mais il me demeure malgré tout quelques derrière du mystère. Je suis d'accord. Des mystères un petit peu à la Tupic, des choses qui sont pas révélées et puis tu peux rester un petit peu sur ta faim. Ça je peux comprendre. Mais en effet c'est dense, c'est riche et puis voilà dans l'horreur c'est abouti quoi. Je veux dire les déformations physiques il y en a quelques-unes. Ouais effectivement elles sont plutôt réussies. Et vous arrêtez pas à son côté gros pavé, hein, mais on voit pas du tout passer les pages, ça se lit très vite. Rapidement. Eh bien, merci Max pour donc Spiral de Junji Ito chez Delcourt. Eh bien Fred, ton dernier titre à toi alors c'est quoi ? Eh bien Max a parlé de son manga préféré, alors je vais en faire de même et je vais parler de mon manga préféré, comme ça la boucle est bouclée. Je vais vous parler de Doro et Doro de Kiyo Yashida.
C'est sorti aux éditions Soleil Manga, c'est une série qui est en 23 tomes, et ça raconte l'histoire de Caïman, qui est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard, suite à un sortilège, et comme ça ne suffisait pas, le gars est amnésique. Comme ça on a le package ultime, et en compagnie de Nikaido, son sidekick, il se lance à la poursuite du mage qui lui a lancé ce sort, afin de se venger et retrouver la mémoire par la même occasion. Mais évidemment, les choses ne vont pas être aussi simples, car N, le chef des mages, est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre ses acolytes un par un et qui en plus est insensible à la magie. C'est le boss, hein, Caïman. Donc ça, c'est pour le petit pitch. Mais maintenant, alors, pourquoi Doro, me demanderez-vous? Pourquoi aujourd'hui, tout particulièrement? Eh ben... Ouais, donc blague à part, c'est vrai que ça se voit pas forcément dans le pitch que je viens de vous narrer, mais Doro entre clairement dans la thématique, hein. On est vraiment dans un univers unique, dans un univers horrifique, alors très différent de celui de Requiem. Le point commun que ces deux œuvres vont avoir, comme j'ai pu le dire au départ, ce sont des univers uniques à part entière, voilà, que j'ai rarement croisé dans d'autres ouvrages. Et on retrouve bien évidemment toute la grammaire en fait liée à l'horreur, donc il y a des sorciers, il y a des démons, il y a des enfers, il y a des professeurs totalement tarés. Et tu peux passer d'un univers à l'autre par des portes. Ouais, exactement, je l'ai pas précisé, mais le monde est scindé en deux, donc il y a le monde des humains, Hall, et le monde des sorciers, et on passe d'un monde à l'autre à travers ces portes magiques. Très stylisé d'ailleurs. Il y a des balais aussi pour voler, sauf que là c'est des balais motorisés, un petit peu destroy, steampunk. Je me rappelle du professeur Champignac. C'est le grand méchant. C'est le grand méchant, le professeur Champignac. J'étais Il étonné. y a vraiment plus de respect. Alors là, N, si tu m'entends, big up. Moi, ce que j'adore, c'est ce truc très organique et très cruel des mages qui viennent en fait tester leur sort sur les humains. Bah, c'est pour ça et donc que Caïman en fait est une conséquence de ces tests. Mais j'adore le fait que ces sorciers aient tellement de pouvoir qu'ils en abusent sur des gens d'ailleurs des innocents. D'ailleurs l'acolyte du héros, comment il s'appelle déjà Nikaido. Nikaido, elle subit à un moment un sort. Elle commence à se transformer progressivement en insecte. C'est dégueulasse. C'est très très Cronenberg. Oui, c'est vrai, clairement. Délire, ouais. Voilà, c'est un passage qui est très explicite où on comprend effectivement cet amusement qu'ont les mages avec les humains. Donc pour en revenir un petit peu à l'horreur, donc tous les personnages sont masqués. Il y en a beaucoup qui font référence un petit peu à la pop culture. Et bien évidemment très horrifique, très gore. Je pense notamment au masque de Shin qui est en forme de cœur humain, qui a l'air de suinter. C'est monstrueux et très ingénieux comme design. Donc on est à la fois dans une œuvre assez mature, c'est quand même très très violent, il y a énormément de barbaques découpées, ça part dans tous les sens, beaucoup de sang. Et il y a aussi énormément d'humour, donc je n'ai de cesse de le répéter. Mais pour moi, l'humour se marie merveilleusement bien avec l'horreur. Et on retrouve un petit peu des vibes d'Evil Dead qui pour moi synthétisent en cinéma cette parfaite fusion entre le burlesque et l'horreur et le gore bien évidemment. Et donc on retrouve tous ces éléments-là dans Doro. Et pour souligner encore une fois cet aspect horrifique, il y a des chapitres qui m'ont vraiment fait délirer dans le manga. Donc une fois par an dans l'univers de Doro, il y a les morts qui se relèvent pour hanter la ville. Et donc ça donne lieu à un concours de chasse aux zombies. Donc ils appellent ça le Zombie Destroy Party. Où on est clairement dans l'horreur. Ils sont tous là à chasser les zombies et c'est celui qui en chasse le plus qui obtient le premier prix. Après j'aimerais quand même un petit peu parler de l'intrigue qui est juste passionnante. Au premier abord, c'est très classique, hein, une amnésie, une quête d'identité, etc. Enfin, c'est un thème qui est ultra éculé. Mais ce qui est fou dans Doro, c'est que plus on avance, plus on se pose des questions. Donc on parlait de Saint-Elme la dernière fois en librairie. Donc on avance dans cette BD et il y a peu de réponses, on n'a que des questions. Et Doro, c'est un petit peu ça. D'autant plus que Kyo Yashida, l'autrice, donc l'a dessinée au fil de la plume. Elle avait sa première idée de base, donc un personnage avec une tête de reptile amnésique, mais elle savait pas comment se finirait le manga. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle retombe sur ses pattes. Pour tenir un récit entier, tout en ne sachant pas la fin, et chaque semaine sortir un chapitre et avancer comme ça à tâtons, c'est quand même super fort. Ah mais ouais, et puis elle y parvient, hein. Elle répond à toutes les questions sans exception. Il y a un mystère qui arrive dès le début du manga, et plus j'avançais dans les tomes, j'arrêtais pas de me dire, mais en fait elle va jamais y répondre, elle va le squeezer, et puis ça arrive malheureusement dans pas mal de longues séries dans le manga. Et en fait pas du tout, elle finit par y répondre, ça tombe juste, et cette prouesse, parce que pour moi c'est comme une prouesse,
fait que voilà, enfin ça apporte beaucoup de grandeur en fait à Doro et Doro, cette série que j'aime. Donc en d'un 23 amour tomes, tu disais, incommensurable. il y a une fin. Ouais, voilà, il y a une fin. Voilà, début, milieu, fin en 23 Et tomes. moi, ce que j'ai aimé, c'est le format qui est un peu particulier dans le manga quand même. Ouais, c'est un format un petit peu plus grand que la moyenne, mais en contrepartie, malheureusement, un petit peu plus cher aussi. D'autant plus qu'on n'a pas eu la chance de bénéficier des petits effets de fabrication propres au Japon. Donc il faut savoir que au départ, avant d'être édité par Soleil, c'était édité par Végétal en France. Et les coups de Doro sont en relief, comme au Japon. Donc le tome 1 était en peau de croco, t'avais un simili peau de croco. Donc nous on l'a eu sur les 2 premiers tomes, ça coûtait beaucoup trop cher à la fabrication. Le manga se vendait pas assez, donc malheureusement c'est un petit peu passé à la trappe. Donc pour peu que vous soyez fan d'horreur, d'ambiance un petit peu à part et bien barrée. Donc attention, ça fait pas peur, hein, c'est pas horrifique. Non, mais malgré tout, Mais c'est violent. tu peux pas le conseiller pareil avant 18 ans. Oh, je En tout pense cas, que des 16 gens ans, 17, ouais, 16-17 ans, passe, c'est vrai. C'est vrai que je regarde, voilà, mon fils, c'est ma fille, oui, il peut. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer. Doro et Doro, c'est une œuvre d'horreur unique en son genre. Très bien, merci Fred, merci les gars pour ces titres-là qui répondent clairement à la thématique. Eh bien, on va passer au Bashiker maintenant. Eh bien donc j'ai commencé les gars, si vous permettez, parce que je vous ai entendu parler depuis tout à l'heure. Alors donc, non, ah bon, pardon. Alors, pardon, je me permettrai plus. Alors je vais parler de Ivo a mis les voiles. On l'a lu tous les trois. Non, pas moi. Non, c'est Je vrai. l'ai pas lu. C'est vrai. Non. Eh bien on va en parler avec Fredo de Nicolai Pinero chez Sarbacane. Un titre qui m'a beaucoup plu, énorme coup de cœur là du mois dernier. Voilà, c'est une très très belle BD. En fait, c'est pas une BD feel good, un peu. J'ai déjà parlé de la ride, me semble-t-il, dans cette émission, qui est vraiment une émission feel good. En tout cas, Ivo a mis les voiles, c'est une BD qui fait du bien aussi. Elle est pas feel good, mais fait du bien. C'est une belle BD. C'est une BD très humaine, qui parle d'altruisme, qui parle de vie assez commune malgré tout. Il s'agit pas d'histoire fantastique ou que sais-je. Ouais, non, c'est de la tranche de vie. Tranche de vie pure et dure. En fait, on suit. Il y a 2 histoires qui se suivent en parallèle. En parallèle, parce qu'il y a 2 temporalités finalement. Il y a un homme, un quinquagénaire, dont je ne me souviens plus le nom. C'est Ivo. C'est tout simplement c'est Ivo. C'est dans le titre. Voilà, C'est tout simplement. C'est Ivo qui est un baroudeur. C'est Ivo. Il n'arrive pas à s'enraciner quelque part. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime les gens parce qu'il fait des rencontres. Il aime aider les gens, ouais. Il aide les gens. C'est un mécanicien formidable qui a de l'or dans les mains. Dès qu'il touche à la mécanique, voilà, il épate les gens et puis il arrive toujours à dépanner les gens. Et donc il fait beaucoup de rencontres et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'enraciner. On le suit dès le départ. On comprend en fait dès le départ. Je spoil rien puisqu'on apprend qu'il est décédé. Et il avait un cancer de la gorge il était un peu alcoolique, il aime beaucoup fumer, il aime beaucoup la boisson également. Et donc il part sur les routes. Et on va suivre une autre histoire en parallèle, celle d'un jeune homme qui part sur les traces d'Ivo. Qui va tenter de remonter du sud du Brésil, parce que ça se passe au Brésil, je ne l'ai pas dit. Il part du sud du Brésil jusqu'au nord, il va suivre tout le trajet qu'a fait Ivo, et il va aller à la rencontre des gens qu'il a pu rencontrer, et lui aussi il va faire d'autres rencontres, et c'est ça en fait, moi c'est ça que j'ai aimé dans cette BD là, c'est une histoire de rencontre, une histoire de gens plutôt taiseux, il faut avouer qu'Ivo, même le jeune homme, on ne sait pas très bien, il s'appelle Pedro d'ailleurs, on ne sait pas très bien quelle est leur filiation, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui relie ces 2 hommes. On s'en doute un petit peu. C'est un des gros mystères de C'est la un gros bande mystère, dessinée. voilà, jusqu'à la fin, on ne révélera pas. Mais ils sont tous les 2 plutôt taiseux, ils aiment bien écouter les gens, ils aiment bien être à l'écoute, ils aiment bien être pas au service, parce qu'ils ont une mission, en tout cas ils ont une sorte de quête, pas initiatique, mais en tout cas un voyage qui les mène vers un avenir incertain et en tout cas très interrogatif. Et moi j'ai adoré cette BD parce qu'elle est très belle, que ce soit dans le fond, mais aussi dans la forme. Le graphisme il est formidable. Il y a beaucoup de... Ça s'éterne dans le dessin, il n'y a pas de couleurs brésiliennes très chaudes, etc. J'ai trouvé ça plutôt terne, ocre dans le graphisme. Et c'est ça qui est plaisant. Et ce que j'ai trouvé redoutable avec Nicolai Pinero, c'est qu'il parvient à raconter 2 temporalités
sans qu'on s'y perde. Il ne change pas de graphique. Ouais, non, les couleurs restent les mêmes. Exactement, et t'es perdu à aucun moment. Tu sais très bien où tu te situes, avec qui tu es, à quel moment, et voilà. Bon, c'est l'histoire de deux hommes qui traversent le Brésil et qui est une BD sur les rencontres. C'est ça, et parmi ces rencontres, il y a aussi quelques romances. Des romances, oui, parce qu'il y a Pedro qui va rencontrer une jeune femme, ils vont rencontrer à chaque fois sur tout le long de leur périple, ils vont rencontrer des personnes, dont une jeune femme. Pedro, il va en tout cas s'attacher à elle, mais de manière s'attacher, c'est un meilleur mot, parce que c'est assez distant malgré tout. Ouais, puis elle voyage aussi, parce qu'elle a envie d'atteindre son but. C'est des gens qui fuient quelque chose, ou qui fuient, ou qui cherchent quelque chose. Voilà, ils sont sur la route pour une bonne raison, en tout cas. Ouais, puis un petit aspect tourisme, puisqu'on voit quand même pas mal de pays. Oui, alors toi Fredo, ça a dû te parler. Voilà. Forcément, pour ceux qui ne le sauraient pas, mes parents sont brésiliens. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, surtout qu'une partie de la bande dessinée se passe dans la ville de ma maman, où j'y allais régulièrement pour visiter mes cousins et mes grands-parents. Donc je pense que j'ai beaucoup d'affect pour cette BD, liée un petit peu à mes origines. Mais pour ceux qui connaissent pas le Brésil comme moi, pas du tout, j'ai découvert un auteur déjà, Nicolas Pinheiro, je ne connaissais pas, et puis un graphisme, et puis voilà l'histoire de ces deux hommes qui traversent un pays fantastique là, du sud au nord. C'est une très très belle BD. Un cadeau idéal pour la fin d'année si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Pour moi, c'est magnifique. C'est une très belle boucle. Ouais, j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Voici pour mon coup de cœur, donc Ivo a mis les voiles, de Nicolas Pinheiro chez Sarbacane. On va parler de Chumbo. Oui, bah, je vais prendre le relais. Oui, je t'ai pas laissé le choix, t'as vu. Il y a un vrai lien entre nos deux œuvres. Absolument. Donc, je prends le relais et Fred, je pense que tu pourras aussi intervenir, puisque ça se passe également au Brésil. Donc Chumbo de Mathias Lehmann chez Casterman. Pour moi, c'est un roman graphique cadeau de fin d'année, en espérant que ça soit plus que Ivo. Parfait, vraiment parfait. Battle c'est ça va être le challenge des libraires. Alors, je pense que Chumbo est un peu moins accessible parce que Mathias Lehmann vient de l'Indé. Pour le coup, cette œuvre, elle est super dense. Il y a beaucoup d'informations sur le Brésil entre les années 1960 et 2000. On retrace en fait la destinée d'une famille, les Wallace, dont le père Osvaldo est un propriétaire de mine. Donc à cette époque, en quelque sorte, un aristocrate, en tout cas un homme très riche. Et cette histoire va s'étendre jusqu'à ses deux fils, Ramirez et Severino, deux personnages aux antipodes l'un de l'autre. Ramirez est un tombeur bi de tous les sexes. Il est endetté comme pas possible parce que c'est un gros parieur. Et Severino, lui, flirte avec le communisme de l'époque et c'est très mal vu, puisque un peu comme aux États-Unis, il y a une espèce de chasse aux sorcières. On essaie de dénicher les communistes dans la société et de les arrêter. Et donc, surtout que son père est pas du tout, il est loin de tout ce délire. Les deux sont loin de leur père, ils ont pris des destinées très, très opposées. Et on suit donc voilà, l'histoire de cette famille sur plusieurs décennies. C'est une œuvre faste, que ça soit sur le plan historique, sur le plan familial et sur même l'histoire du Brésil. C'est passionnant, ça fourmille d'œuvres de strips, de magazines, de publicités, de contextes télévisuels. C'est ultra dense et quand on y plonge, on n'en sort pas. J'ai pas mis beaucoup de temps à le lire, pourtant c'est un il gros est dense, pavé. oui, clairement. C'est un gros pavé. Pour moi, j'annonce, c'est... Hop, je sens que tu t'emballes. C'est pour moi un potentiel vainqueur à Angoulême. Oh, il a osé. Ok, Voilà, alors maintenant c'est noté, c'est enregistré. C'est enregistré ici. Est-ce que ça a un potentiel top 5 ? Ah oui, alors j'annonce déjà aussi qu'il fera partie de mon top 5 de fin d'année, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un potentiel top 1 Là j'ai un peu plus de doutes, mais pourquoi pas, peut-être top 2 ou 3. Mais voilà, moi c'est... Pourtant je suis pas spécialement passionné par l'histoire du Brésil.
Je suis pas très porté histoire ou contexte historique, mais on y plonge tellement, il rajoute tellement des couches et des couches de culture et d'informations qu'on est en plein Brésil des années 70 à 2000, c'est extraordinaire. Ouais, j'ai trouvé, il y avait beaucoup de similitudes avec alors un autre genre, un roman qui est devenu une référence absolue dans le domaine littéraire, avec 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Tu m'en as parlé, ouais. C'est l'histoire du Brésil sur des décennies, et c'est la petite histoire de la grande, c'est l'histoire d'une famille qui est empêtrée avec l'histoire d'un pays, et ça m'a fait penser à, pour ceux qui connaissent 100 ans de solitude, dans la même veine, on est clairement pris avec une saga familiale et l'histoire d'un pays sur des décennies. C'est ça qui doit être passionnant. Je pense que Fred, toi, tu as un autre regard là-dessus, puisque comme tu as de la famille brésilienne, tu as dû peut-être apprendre des choses aussi sur l'histoire d'un pays. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Il y a quelques anecdotes que j'ai même moi-même vécues. Je t'en avais parlé à un moment donné. Il marche sur un insecte. Oui, sous les pieds, ouais. Sous le pied. Il se trouve que moi j'avais attrapé ça lors de mes vacances au Brésil. C'était très douloureux. Je saute à personne. Il en reste pas un ou deux encore sous la peau là? Non, ça va, j'ai tout nettoyé au Karcher, c'est bon, ça va mieux. L'émission de l'horreur d'Halloween, donc. Faut rester dans la thématique, attention. Et il se trouve que j'en ai parlé à mon père de Chumbo. Mais non. Bah si, je te jure. et on a échangé à ce sujet, et effectivement, il m'a dit que ça avait l'air très bien documenté. Et alors attention, il a pas vécu ce qu'ont vécu les personnages, mais c'est un contexte qu'il a connu. Et alors il lit pas du tout de bande dessinée, mais il m'a dit clairement que c'est le genre d'ouvrage qu'il adorerait lire. Et je pense que ça lui rappellerait des souvenirs. Ouais, plus ou moins heureux, mais... Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très très bien documenté. Alors peut-être un poil trop pour moi, parce que ça m'a parfois un petit peu sorti de l'ouvrage. Tu sais ce que tu disais, ces faux articles de journaux, ces fausses publicités, je trouve qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'avais parfois envie de skipper pour en savoir plus sur le scénario. Par contre, ça contribue clairement à la richesse du titre. Donc c'est un petit peu paradoxal, parce que sans ça, il manquerait quelque chose à l'ouvrage. Ouais. Ok. Lisez Chumbo, les années de plomb donc au Brésil sous dictature militaire. Merci Max pour ce coup de cœur donc. Il reste toi Fred donc pour le dernier coup de cœur. Alors quel titre tu vas nous présenter? Alors je vais profiter de l'actualité récente, car le second tome de la deuxième partie vient de paraître. Je vais vous parler de Mutafukaz. Excellent. Oui, tout à fait. Au label 619, donc de Run. Et comme Fukaz 2, tome 2. Ouais, 2.2. Ouais, MFK2, ouais. Et là, j'ai envie de faire une présentation globale de l'œuvre pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puisque c'est une BD que je trouve vraiment à part dans le paysage, j'ai envie de faire une petite chronique un peu Il particulière. va nous faire du slam. Encore malade. La prochaine fois, je prendrai le bus. Dédicace à Meme qui est très fan de Grand Corps Malade. Bon allez, redevenons sérieux 5 minutes. Et alors, ambiance musicale, et c'est parti. La chaleur est cuisante. D'un geste rageur, j'écrase un moustique assoiffé venu se sustenter sur ma nuque, trempé de sueur. Puta madre, m'écriai-je en scrutant ma main pleine de sang. Mon sang. Je l'essuie nerveusement sur mon jean délavé et lève de nouveau mes yeux en direction des échanges de coups de feu qui s'opèrent au coin de la rue. Confortablement attablé à la terrasse de Pizza Nostra, je savoure ma cheese calzone bien grasse tout en me délectant des morts qui jonchent à vue d'œil le macadam de la ville. Me planquer, vous dites? À quoi bon? Ici, vous êtes à Dark Meat City, en Nouvelle-Californie. C'est monnaie courante dans cette ville tortueuse, fière représentante de la misère qui sévit dans notre pays. Si l'on pouvait localiser la porte des enfers sur Google Maps, je vous jure que ce serait ici. Bref, tout ça pour dire que, des balles perdues, j'ai beaucoup plus de chances de m'en prendre une dans mon pieu, dans les bras d'une prostitute en sol, qu'ici, aux premières loges. Oui, je pourrais aussi monter au volant de ma vieille Ford Mustang et me barrer dans un bled plus tranquille. Mais je me suis promis d'être le passeur, pour les paumer dans votre genre, le témoin des deux héros malgré eux. Leur histoire se doit de perdurer de génération en génération. Et puis, quelque part, je pense que j'ai ça dans le sang. L'un de mes ancêtres, Arios Rosas, avait lui-même longtemps narré les aventures d'anciens héros. C'était en 1886. Excellent. Et ça, c'est une autre histoire. Je commande une bière bien fraîche auprès de la serveuse, avant de poursuivre mon récit. Angelino et sa tête noire et ronde et son sidekick, Vince et son visage de tête de mort.
Franchement, j'aurais jamais imaginé que ces deux losers seraient capables de grand chose. Ils vivaient dans un hôtel miteux, infesté de blattes, et alternaient entre petits boulots et gavages télévisuels. J'engloutis une part de cheese calzone et elle le pizzaiolo, occupé à pétrir une pâte de ses grosses mains velues et enfarinées. Dis, tu l'avais connu le petit Angelino là ? Il me semble qu'il était livreur ici. L'homme fait mine de réfléchir et hoche la tête de gauche à droite. Qu'importe. Où en étais-je ? Ah oui, les deux paumés. Tout bascule le jour où Angelino, au volant de son scooter de livraison, en proie à des hormones en ébullition, croise la route d'une petite nénette. Le mec était tellement omnubilé par cette beauté, et pour sûr elle était plutôt charmante, qu'il perdit le contrôle de son véhicule et fut victime d'un accident. Attendez, ne partez pas, c'est maintenant que ça devient intéressant. Suite à ça, il se mettra à avoir des hallucinations visuelles. Il croisera des ombres géantes, et là, croyez-moi, ça marquera le début d'un joyeux bordel à base de luchadores mexicains, d'hommes en noir façon Men in Black, de gangsters armés jusqu'aux dents, et surtout la section Z7, la police des polices aux méthodes peu orthodoxes. Bref, Angelino et Vince vont graviter autour d'un complot façon Illuminati, saupoudrés d'étranges pouvoirs qui transforment les hommes en machines à tuer. Je n'ai malheureusement pas la permission d'entrer dans les détails, mais faites-moi confiance, cette histoire délirante et jubilatoire, nerveuse et spectaculaire de bout en bout. Je porte à mes lèvres ma bière mousseuse et lâche un ro bien gros. Au loin, j'aperçois l'un des gangsters sortir un lance-roquette du coffre de sa voiture. Ça sent le money time à plein nez. Par contre, si vous voulez en savoir plus, il y a un mec qui a eu les burnes de tout raconter par écrit. On l'appelle Run et sa BD s'appelle Mutafukaz. T'as compris le jeu de mots ? Motherfuckers, Mutafukaz. Bref, le mec a une maîtrise de dessin de dingue. Les armes, les fringues, la géographie locale. C'est obligé, il s'est rendu aux États-Unis en personne pour se documenter, tellement ça frôle le vécu et hume le réalisme. Au niveau de son trait, c'est un croisement entre le manga, le comics et la bande dessinée franco-belge. Run, c'est un véritable talent. Le mec passe de planches en noir et blanc à des planches entièrement en 3D et brise complètement les codes de la bande dessinée. Son trait, c'est être aussi nerveux que contemplatif. C'est un vrai petit bijou et français de surcroît. Putain de français, comme quoi ils savent faire autre chose que du fromage puant. Et permettez-moi d'insister, dites-vous bien que ce fourre-tout so pulp et souhaitant la West Coast est cohérent du début à la fin. On a affaire au Tarantino de la BD, capable d'y insérer toutes ses influences et garder le fil jusqu'à la dernière page. Ok. L'ouvrage déroule à 100 à l'heure, sans concession et décomplexé, donc pas le temps de vous ennuyer ni de reprendre votre souffle. Pour ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience, Run a aussi réalisé un film et de nombreux spin-offs autour de cet univers si addictif. Puta madre, pour n'en citer qu'un. Et à chaque fois, c'est une réussite, car c'est fait avec amour et beaucoup de talent. Et surtout, depuis peu, nous avons droit à une suite avec MFK2. Et pas besoin d'avoir lu les premiers pour pouvoir savourer ces derniers. Voilà, vous savez tout, donc si vous voulez vous procurer les bouquins, c'est publié aux éditions Rue de Sèvres sous le label 619. J'entends une détonation suivie d'un bruit spongieux. Je baisse les yeux sur mon assiette. Une matière rosâtre et gélatineuse dégouline sur ma pizza. Je porte une main au niveau de mon front. Un trou. Un trou béant a pris la place de mon front dégarni et nimbé de sueur. Putain de balle perdue. Voilà, c'est tout pour moi. Excellent, mon Fredo. Ah ben dis donc, mon poteau, Mais t'as pas fait semblant là, magnifique. C'est un coup de cœur 4 étoiles sur Télérama là, que tu nous fais. Super chronique, Fred. T'as tout résumé de la base. De la base de l'univers de Mutafukaz à maintenant. Bah j'ai essayé en tout cas. Ouais. On sent bien que les temps ont changé depuis les prémices à maintenant. Il fait référence à beaucoup de phénomènes, on va dire, actuels. Ah bah clairement, Run avec Mutafukaz, il est clairement ancré dans son époque. Ouais. Il y a déjà plus de technologie dans celui-ci, hein, dans la suite, il y a des téléphones portables, il y a les réseaux sociaux. Qui avait pas il y a une quinzaine d'années. Exactement. Et là, tu sens qu'il s'est emparé du sujet quand même, qu'il est. Ouais, voilà, qui met le doigt sur quelques déviances. Quelques dérives, exactement. Ouais. Ah bah c'est vrai que Mutafukaz, c'est un petit peu une carte postale, je trouve, de l'Amérique, mais de l'Amérique un peu déviante et un petit peu en marge. Absolument. Ah ouais. Et c'était déjà le cas dans le premier tome. Là, dans le 2, il remet une couche. Là, enfin, le premier tome. Le tome 2.1 et dans le 2.2, il remet une couche. Ouais, tu fais bien de le dire, hein, c'est quand même un public averti, hein, parce qu'il y a. Ah oui, c'est trashos. Ouais. Eh bien, super. Ben, merci Fred, hein, pour ce petit coup de cœur sympathique. Eh bien, on va passer au Bashi News. Au programme de ces Bashi News. Oh, c'est quoi cette voix? C'est quoi? Alors, je rappelle qu'on est au mois d'octobre et c'est une avalanche de sorties. Je suis désolé si j'oublie des sorties primordiales. J'ai fait une sélection donc de BD, comics et mangas. Ouais, t'avais pas le choix là. Non, j'étais contraint par le temps.
Donc on va commencer par le 4 octobre. Techniquement, c'est déjà sorti. J'ai choisi Loire d'Étienne Davodo chez Futuropolis. C'est un auteur à la librairie qu'on aime beaucoup et qui nous a jamais déçus. Clairement, on l'a reçu en plus pour le droit du sol. Il a fait un super passage à la librairie Ouais. où il avait fait une conférence et tout. C'était super intéressant. Le 13 octobre, c'est le retour de la bête de Frank P. et Zidrou. Un titre qu'on attend énormément. Ah oui. Tome 2 et apparemment dernier tome de la série. Le 20 octobre, c'est Mécanique Céleste, tome 2, qui reprend à la suite du premier tome par Merwan chez Dargo. Le 25 octobre, c'est le retour du Capitaine Nemo, un tome des Cités Obscures de Benoît Peters et François Schouten. Ouais. Ou Schouten, je sais jamais vraiment comment on dit. Moi je dis Skeuten, ouais. En comics, donc déjà sorti le 4 octobre, vous avez les éphémères de Jeff Lemire chez Futuropolis, un tome que j'ai eu la chance de lire et qui est très très bien. Vous pouvez foncer, c'est un tome sur 2 et une histoire toujours très intimiste, comme Jeff Lemire sait bien le faire. Chez Urban, c'est le mois de Tom King. Donc depuis quelques temps, Urban chaque mois consacre sa ligne éditoriale à un auteur. Ce mois-ci, ça tombe bien, c'est Tom King et chez eux, c'est une avalanche de sorties. Human Target que j'ai eu la chance de lire en VO qui est exceptionnel le 13 octobre. Love Everlasting avec Elsa Chartier, une dessinatrice française, le 27 octobre. Une super série sur une femme qui est perdue dans une espèce de boucle temporelle où elle côtoie l'amour, mais de manière très différente, à travers le western, à travers le polar de New York. Voilà, c'est une boucle temporelle super bien faite, un thriller psychologique presque. On vous parlait de Egin Mumin dans ce podcast avec Nocturnals. Le 20 octobre, c'est la réédition de Sin City, donc chez Egin Mumin. C'est la sortie du 3 et 4 puisque le 1 et 2 sont déjà sortis fin septembre. Et impossible de passer à côté, le dernier tome consacré à Howard Philip Lovecraft chez 404. Le 25 octobre, pile pour la sortie d'Halloween, certainement un titre à lire et à attendre. En manga, le 5 octobre, donc déjà sorti, une réédition de Crying Freeman d'Ikigami, un récit culte qui a marqué l'histoire du manga. Le 11 octobre, vous aurez le Gourmet Détective tome 3, on en a parlé dans l'épisode sur le polar, donc le précédent. Le 18, vous avez Les Enfants de la Baleine tome 22, une série que je sais que Fred adore. Ouais, exactement, j'aime beaucoup, ouais. Et le 20, on espère, le 20 octobre, la sortie de Suburban Hell, un titre que t'attends aussi énormément. Ah ouais, j'espère vraiment qu'il sera pas repoussé. Parce que j'adore d'ailleurs citer cette phrase de Stephen King, un petit peu remaniée, c'est « J'ai venu lire de l'horreur dans le manga, son nom est Kana Furotaro ». Donc lisez, c'est incroyable, j'ai le tome 1 en VO, et c'est vrai qu'avec ma grande maîtrise de japonais, j'ai pu en capter quelques bribes. À chaque épisode, on le dit, hein, t'es Non, bilingue. c'est Hein. pas vrai, j'ai rien capté, mais bon, les images sont assez explicites et suffisent à elles-mêmes, ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, merci Max pour les Bashi News. Eh bien, maintenant place à l'actu Bashi. Un événement très important se tiendra au pavillon des Arts de Pau les vendredis 13 et samedi 14 octobre, les 20 ans des librairies Bashi-Bouzouks. Exceptionnel. Oui, il y aura Ouais, de c'est nombreux stylé, auteurs ça. en rencontre dédicace absolument. Au hasard, Lucie Mazel, Max Cabane, Paul Coué, Maya Night Toys, Maes Bou, Getsemonier, Cédric Mayen, Wilfried Pado, Serge Pellegrune, et j'en passe bien d'autres, bien sûr. Je ne peux pas tous les citer malheureusement car, en tout, il y aura une trentaine d'auteurs qui ont répondu présent pour cet événement. Venez donc à leur rencontre les 13 et 14 octobre au pavillon des Arts de Pau situé juste sous le funiculaire. Merci à toutes et à tous de nous écouter et de nous soutenir. Faites-le également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux et de nous faire part de vos remarques. En attendant la prochaine émission, nous vous souhaitons bien sûr de belles frayeurs littéraires. A plus. Ciao. Ciao.